Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison. www.vigiemaison.com. On écrit des quantités de livres, toutes sortes de livres, aujourd'hui, mais depuis très longtemps déjà. Pourquoi quelques-uns, soudainement, se détachent du lot? Avant, cette œuvre n'existait pas, et soudainement, elle apparaît. Les grandes œuvres, Don Quichotte, Madame Bovary, Shakespeare, ces œuvres, il y a des avant et des après. Et ces œuvres, soudainement, reconfigurent tout. Après Shakespeare, on ne peut plus écrire autrement. C'est-à-dire que ce sont des possibilités esthétiques qui ouvrent. Une manière de concevoir l'humour dans le roman, l'invention d'un personnage qui soudainement nous marque et qui devient un référent. On se réfère à Don Quichotte. On va dire d'une personne, c'est un Don Quichotte. Voilà la formulation d'une manière d'être au monde qui avant n'avait pas de nom, qui avant n'existait peut-être pas, mais qui soudainement prend place dans notre savoir sur le monde. C'est là, c'est devant nous, et avant ça n'était pas là, mais maintenant c'est là, et il faut vivre avec. Ça change les données du monde. Judith Schlanger m'a permis de poser la question, ou m'a aidé à poser la question, à savoir pourquoi il n'y a aucune œuvre, aucun roman québécois qui a départagé un avant et un après dans l'histoire du roman mondial. C'est un livre qui n'a jamais cessé de m'accompagner depuis que je l'ai lu. Ce sont toujours de grandes et vastes questions qu'elle pose et il me semble que c'est une façon extrêmement riche d'aborder toute question littéraire, c'est de prendre les questions les plus larges qui soient. Isabelle Daunet, vous avez écrit un essai littéraire, Le roman sans aventure. C'est un essai qui a une thèse et vous essayez de comprendre pourquoi le roman québécois n'a pas marqué l'histoire de la littérature mondiale. Alors, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire qu'il n'y a aucun roman qui a marqué l'histoire de la littérature mondiale? Sur l'observation. Il suffit de voir, de constater qu'il y a aucune œuvre romanesque du Québec qui est entrée dans l'imaginaire occidental du roman. On ne voit pas de traces nulle part, sauf au Québec, d'œuvres québécoises qui ont suffisamment marqué l'imaginaire pour qu'elles fassent partie de la mémoire littéraire courante, du bagage littéraire courant. Certaines personnes vous diraient que c'est normal pour une littérature qui est relativement jeune comme la littérature québécoise. Oui, alors cet état de fait, je ne suis pas la seule à le remarquer, est la plupart du temps expliqué par des facteurs, entre guillemets, institutionnels, qui sont justes, c'est-à-dire que je ne nie d'aucune façon, et très souvent on va dire c'est une littérature jeune. On ne peut pas comparer la littérature québécoise à la littérature française, allemande ou italienne. Sauf qu'il y a des littératures qui sont tout aussi jeunes, la littérature américaine, la littérature sud-américaine, enfin la littérature du Nouveau Monde. Quand on dit qu'elle est jeune, c'est-à-dire qu'elle a quoi, un siècle et demi environ? Exactement. Et bon, peut-être qu'au début du siècle, au milieu du siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre, même encore dans les années 50, 60, on pouvait dire qu'elle était jeune. Sauf que là, les décennies passent et elle est de moins en moins jeune. Les rattrapages dont on a parlé ont eu l'occasion de se faire. Sauf que la situation demeure inchangée. Donc cette jeunesse, elle est un facteur, il ne s'agit pas de nier, mais est-ce qu'on peut se contenter de toujours revenir sur ces mêmes facteurs, par exemple? Même la concurrence, par exemple, des grandes nations littéraires comme la France, les États-Unis, la Russie, selon vous, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi le roman québécois n'a pas trouvé sa place dans l'histoire de la littérature mondiale? Non, ça ne suffit pas parce qu'on peut trouver des exemples de petites nations qui ont réussi à mettre au monde des œuvres qui ont eu une certaine résonance. Par ailleurs,
C'est une littérature qui jouit d'une grande langue, c'est la langue française, qui appartient à un grand puissant, une grande puissance de rayonnement. Donc, logiquement, il devrait y avoir des moyens, il devrait y avoir moyen pour nos œuvres de frayer leur chemin, de trouver des lieux de diffusion qui permettraient ce rayonnement. Donc, la question que je pose, et qui est effectivement une question qui peut être vue comme polémique, c'est de dire, mais si la cause était intérieure, si la cause était dans ce que racontent les romans, ici, c'est parce que ce sont les romans eux-mêmes qui, même si on leur offrait les meilleures chances de diffusion, n'ont pas l'élément nécessaire pour frapper l'imaginaire. Bon, c'est le titre de votre livre. Vous parlez des romans québécois comme des romans sans aventure. Et ça, votre définition de l'aventure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péripéties, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rebondissement, mais c'est une conception, c'est une formule qui revient dans le roman où il y a une sorte de boucle entre le début et la fin. Quand on parle d'un roman d'aventure, de façon courante, on pense toujours un peu à un roman justement d'action, de péripéties. À l'époque, on aurait dit de cap et d'épée. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'aventure, je l'entends plutôt au sens existentiel du terme. L'aventure, c'est une grande transformation qui peut être dans les conditions de vie qui sont les nôtres, mais qui peut aussi être d'ordre moral, d'ordre intellectuel, que vit le personnage. De sorte qu'entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, ou bien il est lui-même complètement transformé, ou bien il se rend compte que le monde dans lequel il vit s'est transformé. Que ce qu'il croyait être son destin, que ce qu'il croyait être l'objet de sa quête, finalement, devient tout autre. Que ce qu'il croyait être ce pourquoi il se battait se dérobe sous ses pieds et se transforme en autre chose. Autrement dit, c'est l'aventure, c'est la confrontation à quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on ne peut d'aucune façon maîtriser. Dès lors qu'on maîtrise les choses, c'est plus de l'aventure. L'aventure ici, c'est pas l'aventure que l'on prépare minutieusement, même s'il s'agit d'aller grimper l'Everest en prenant soin de parer à tous les événements. C'est pas ça l'aventure dont je parle. L'aventure, elle commence lorsque les choses, en quelque sorte, dérapent, lorsque les choses ne sont plus qu'on croyait être. Et c'est ça, donc, pour revenir à votre question, qui me semble frappant. Le monde que décrit le roman québécois est un monde stable. C'est très important dans votre livre. Vous utilisez une contraste justement entre l'aventure, où les personnages vivent une grande transformation du monde, où ils doivent lutter, et l'idylle. Et dans votre livre, vous présentez l'idylle comme une parenthèse dans une histoire. C'est-à-dire qu'on fait un saut dans un autre monde et on revient dans le monde précédent. Oui, c'est ça. Et le roman québécois, pour vous, essentiellement, c'est un roman d'idylle, peu importe les époques de la littérature québécoise. C'est ça. L'idylle, au fond, pour moi, c'est le contraire de l'aventure. L'idylle, ça n'est pas plus que l'aventure est nécessairement un ensemble de péripéties, d'actions. L'idylle n'est pas pour moi non plus un monde enchanté et enchanteur. L'idylle, c'est un état stable et que j'appelle pacifié du monde. C'est-à-dire que on s'y trouve, même si on peut connaître quelques souffrances physiques et morales, on s'y trouve dans un état stable et abrité du monde. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire ce qui se déroule dans le monde dans son ensemble. Le monde dans son ensemble, c'est ça. Donc l'histoire, les conflits mondiaux, les transformations de la modernité, les grands changements que peuvent apporter, je sais pas moi, le capitalisme, l'industrialisation. Et l'idylle ressemble à une sorte de bulle. Et l'idylle ressemble à une sorte de bulle. Alors, généralement, dans un roman, l'idylle est quelque chose de désirable. C'est toujours désirable, l'idylle. Qui ne souhaite pas un espace de repos, un espace pour souffler? Donc l'idylle, c'est quelque chose de désirable et c'est souvent une sorte de parenthèse qui advient dans la vie d'un personnage qui est soumis à l'aventure. Parce que l'aventure, là encore, il faut un peu se méfier. On a tendance à trouver que c'est quelque chose de très positif. Je veux une vie d'aventure. Dire « je ne veux pas l'aventure », c'est vu comme négatif, mais l'aventure, elle peut être douloureuse, elle peut être difficile, elle peut être éprouvante.
Et d'habitude, dans une vie d'aventure, la parenthèse, c'est l'idylle. Or, ici, dans le roman québécois, la parenthèse emplit la totalité du roman. On est toujours dans l'idylle, on est toujours dans ce monde, dans un état du monde relativement pacifié, relativement calme, à l'abri des grands soubresauts de l'histoire. Et les personnages donc évoluent dans cette idylle. À eux-mêmes, il peut arriver des incidents, des difficultés, des malheurs, mais le monde dans lequel ils vivent, la vie à laquelle ils peuvent s'attendre, l'existence à laquelle ils peuvent s'attendre, demeure toujours une existence relativement pacifiée, relativement stable, sans soubresaut, prévisible finalement, un monde prévisible. Oui, un monde prévisible, exactement. Je vous donne quelques exemples. Dans votre livre, vous citez au moins presque une trentaine de livres, et vous les analysez parfois très en détail. Et un des premiers romans de l'histoire québécoise, c'est Les Anciens Canadiens. C'est l'histoire d'une famille qui vit la conquête britannique. Et donc, il y a l'avant et il y a l'après. Mais vivre une conquête face à l'ennemi héréditaire, on pourrait se douter que c'est une forme de transformation radicale dans la vie des gens. Et donc, il y aurait, peut-être dans ce livre, Les Anciens Canadiens, une aventure. Et vous, dans votre livre, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse. Oui, mais je crois que c'est assez clair quand on lit Les Anciens Canadiens. Alors, l'histoire, c'est celle de deux jeunes hommes, un Canadien français et un Écossais qui se trouvent, donc des frères ennemis, deux amis de collège qui se trouvent confrontés à la conquête et qui se trouvent frères ennemis. Alors, le personnage, le Canadien français, Jules d'Héberville, et sa famille se voient, après la conquête, déchus de leurs titres seigneuriaux, déchus également de leur fortune, bon, qui n'était quand même pas si grande, mais de leur manoir qui est brûlé justement par le pauvre Archibald Archer, comme de son surnom, ce frère ennemi. Et tout, dans la logique du récit, fait en sorte que la vie confortable qui était la leur, la vie d'idylle qui était la leur jusque-là, s'effondre avec la conquête. Sauf que raconte le récit? C'est que oui, après la conquête, il y a quelques années difficiles. Mais peu à peu, cette famille, à force de travail, de bonnes dispositions, finit par se reconstruire une maison un peu plus modeste que le manoir d'avant, mais finalement reconstruit pratiquement à l'identique la vie qui était la sienne avant la conquête. Tous les repères retrouvent peu à peu leur place. C'est la même vie, les mêmes valeurs morales, la même sérénité pratiquement qu'ils avaient avant la conquête. Donc oui, il y a un soubresaut, oui, il y a une sorte d'année de tumulte, mais ce que nous raconte Philippe Aubert de Gaspé, c'est qu'au fond, quand on regarde le parcours des personnages, c'est qu'à la fin, la situation finale est très peu différente de la situation initiale. Donc voilà un roman rempli de péripéties, il y en a beaucoup, c'est un roman d'action, mais à la fin, est-ce qu'il y a une transformation des personnages? Non. Parfait. Un autre livre maintenant que vous citez aussi dans votre analyse, Maria Chapdelaine, oui. Une femme qui est en amour d'un coureur des bois. Il meurt foudroyé par l'hiver et ensuite elle a deux prétendants, un Canadien français qui a émigré aux États-Unis et un agriculteur. Elle choisit l'agriculteur et de cette façon, elle opte pour la même vie que sa mère. Donc finalement, c'est la prévisibilité. Ça aussi, ça entre dans votre analyse, c'est-à-dire que c'est un roman d'idylle. Oui, c'est un roman d'idylle, mais qui, pour les raisons exactement que vous dites. Alors, on a souvent présenté ce roman justement comme le roman type de l'idéologie de la conservation, puisque Maria choisit à la toute fin d'épouser le bon paysan canadien-français, Eutrope Gagnon, plutôt que l'autre prétendant, Lorenzo Surprenant, qui lui a émigré aux États-Unis, et qui commence à mener une vie un peu urbaine et qui l'aurait donc déraciné de son pays. Ce qu'il y a d'intéressant dans Maria Chapdelaine, c'est qu'elle connaît malgré tout une ouverture vers l'aventure avec son premier prétendant, qui est François Paradis, son grand amoureux, celui qu'elle aime par-dessus tout et qui, malheureusement, va mourir dans la forêt, dans une tempête de neige. François Paradis est un individu qui a, on pourrait dire, toutes les qualités de l'aventure. C'est-à-dire, c'est un être qui, auprès de qui Maria a le sentiment qu'elle pourra vivre une vie plus grande, plus forte que celle à laquelle elle est destinée. Non pas une vie tellement différente matériellement, elle resterait à la
la campagne, c'est toujours une vie plus ou moins agraire, mais elle a le sentiment qu'avec cet homme qu'elle aime beaucoup, qui nous est dépeint aussi comme différent des autres, son destin serait autre, que la vie serait plus large, plus profonde, qu'il y aurait une transformation. Mais malheureusement, le personnage meurt et elle doit donc se rabattre, en quelque sorte, sur l'idylle. Donc il y a dans Maria Chapdelaine quelque chose de très intéressant, d'après moi, c'est toujours un roman d'idylle, sauf que le personnage entrevoit l'aventure. L'aventure, elle est entrevue, mais elle n'a pas lieu. Et d'autres exemples, Gabriel Roy. Oui. Gabriel Roy écrit son premier roman, comment ça s'appelle? Bonheur d'occasion, qui décrit un contexte d'urbanisation, d'immigration, de guerre mondiale même éventuellement. Et donc, tous les éléments sont en place pour faire de Bonheur d'occasion un premier grand roman d'aventure. Et vous dites, ce n'est pas le cas non plus. Effectivement, tous les ingrédients y sont. Et on se dit qu'avec ce roman, et d'ailleurs c'est très souvent comme ça qu'il est perçu dans l'histoire de la littérature québécoise, on est à un tournant. C'est le roman qui a mis fin à cette longue série de romans du terroir agricole qui se passe à l'abri du monde. On entre dans la modernité, on arrive en ville, tous les ingrédients y sont. Sauf que, et c'est là que ça permet justement de bien concevoir le concept d'idylle comme quelque chose qui n'est pas nécessairement lié à un lieu particulier qui serait la campagne, qui serait le fond des bois, loin de tout centre, mais à un état d'esprit. Que cherche au fond Florentine? Florentine, bon, il lui arrive des péripéties, quelques-unes. Elle est amoureuse d'un individu, d'un jeune garçon, Jean Lévesque, mais qui part, qui s'en va ailleurs. Et elle se retrouve, l'histoire est bien connue, elle se retrouve enceinte de ce Jean Lévesque et doit trouver une solution pour sauver les apparences. Mais au fond, ce qu'elle cherche, ce qu'elle recherche, Florentine, ce n'est pas une vie plus grande. Ce dont elle rêve, ce sont des commodités de la vie moderne. C'est d'abord d'échapper à la pauvreté, ce qui est déjà beaucoup, mais d'avoir une vie confortable. Et ce qu'elle parvient à faire, ce qu'elle parvient à réussir au terme du roman, c'est au fond de s'installer dans cette vie moderne. C'est un personnage qui elle n'est pas née à la campagne, mais sa mère est née à la campagne, donc elle est au fond la première génération à vivre en ville. Et sa tâche romanesque, si je puis dire, c'est d'adapter l'idylle à des conditions modernes. Et elle y parvient. À la fin, elle trouvera avec Emmanuel Letourneau un mari avec lequel elle pourra mener une vie confortable, une vie correcte, une vie honnête, avec de meilleures conditions de vie. Mais il n'y a pas pour elle un rêve d'échapper, il n'y a pas pour elle le rêve de construire quelque chose d'étonnant. Le monde reste stable autour d'elle. La guerre, elle est lointaine, elle affecte peu son milieu, elle est même perçue au contraire comme une occasion d'emploi, le salut par la guerre, c'est la phrase fameuse du roman. Une sorte de retour à la vie paisible en ville. Voilà, exactement. Un autre livre vous donne raison assez facilement, c'est Salut Galarno de Jacques Godbout. Sans raconter toute l'histoire, le livre se termine « L'homme sans mur » pour se protéger de la société. Alors qu'on voit bien l'idylle, le refus de l'aventure. Mais il y a un autre écrivain des années 60 qui quand même vient bouleverser le roman au Québec, c'est Hubert Aquin. Oui. Parce qu'il y a des références internationales, parce qu'il parle de terrorisme, et parce qu'il y a de la psychologie. Est-ce que Hubert Aquin vient au moins un peu troubler votre analyse ou c'est quand même, chez Hubert Aquin, un auteur d'idylle? Pour moi, c'est un auteur d'idylle. Vous mentionnez Salut Galarno, mais en fait, c'est ce qui peut-être qui m'a le plus frappé au moment de relire les romans de l'époque, La Révolution tranquille, c'est de voir combien un très grand nombre de ces romans, alors que la société est en pleine effervescence, en pleine ébullition, en pleine transformation, met en scène des personnages qui, pour utiliser le terme que j'ai pris dans mon livre, se planquent. Alors, dans Salut Galarno, c'est le personnage qui décide de se mettre loin de tout et qui s'emmure dans sa maison, en faisant construire un mur tout autour de lui pour écrire. Et on a d'autres romans. J'analyse entre autres le roman des Gens du Charme, Le Néquivoque, qui nous montre deux personnages d'adolescents qui vivent
un peu tout seuls dans leur chambre. Et ce qu'on voit, c'est beaucoup de personnages qui, plutôt que d'entrer dans l'action que semble appeler leur époque, plutôt que d'aller au dehors et accueillir cette vie qui s'ouvre à eux, au contraire, se referment dans leur petit abri. Alors, Hubert Aquin, à bien des égards, fait l'inverse. Dans le prochain épisode, voilà un personnage, c'est un roman d'espionnage, un personnage qui s'en va poursuivre une quête plus ou moins énigmatique un peu partout autour du monde, en Suisse notamment, sauf que cette action, elle tourne à vide. Cette action, elle ne se transforme pas en aventure véritable. Au fond, c'est une aventure fantasmée qui nous est présentée. Le roman des années de la Révolution tranquille, au fond, se caractérise soit d'une part par ce que j'ai appelé, au fond, l'abandon à l'idylle. C'est-à-dire, le personnage ne cherche plus une aventure, ne se donne même plus l'illusion de vivre une aventure, il accepte l'idylle. Et ces personnages qui se planquent, au fond, portent jusqu'à peut-être à l'ironie, la caricature ou la dérision, cette idylle. Voilà, je suis très bien dans ma chambre, je suis très bien dans ma maison murée, j'écris, et puis le monde peut bien tourner autour de moi, je vis dans mon petit abri. C'est quand même difficile à croire qu'après la Révolution tranquille, ensuite les années 70 avec le FLQ, qu'il n'y ait aucun roman d'aventure où il y a, par exemple, une lutte contre l'Empire britannique ou quelque chose qui transforme complètement la société québécoise. C'est encore le vide pour vous, là. Il n'y a pas de grande nouveauté. Après la Révolution tranquille, non, je dirais que ça se stabilise encore plus. Quand on regarde le roman des années 80, bon, je parle de mon essai de Jacques Poulain, d'André Major, ce sont des romans, par exemple Volkswagen Blues, qui peuvent paraître, là encore, d'aventure. Voilà un personnage qui part dans son petit camion Volkswagen jusque sur la côte ouest aux États-Unis, jusqu'à San Francisco, qui retraverse l'Amérique. Mais au fond, que fait-il une fois qu'il a atteint sa destination? Il retrouve le frère qu'il cherchait, son frère aîné qui avait disparu. Il le retrouve. Bon, le voit qu'il est devenu un peu malade, un peu handicapé, se dit qu'au fond, voilà, il l'a retrouvé. Que fait-il? Il reprend l'avion, il revient à Montréal. Je caricature à peine. C'est un voyage qui est intéressant tout au long du voyage, mais qui, vraiment au bout de la route, ne débouche pas sur une transformation. On revient à la case départ. Alors, effectivement, et c'est pour ça que la question de la jeunesse du roman québécois, à laquelle on attribue souvent cette idée que voilà, c'est un roman qui n'aurait pas encore percé parce qu'il est trop jeune, me semble une explication insuffisante, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement, à la toute fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle, il y a encore très peu d'écrivains, un tout petit lectorat, il faut quand même qu'une tradition s'installe. Bon, la tradition, elle s'est quand même installée. Et n'apparaît pas plus dans les années 80, dans les années 90, des romans dans lesquels survient une transformation profonde du monde. Après avoir lu votre livre, on se demande, mais pourquoi le roman québécois a-t-il été prisonnier de l'idylle et qui n'a jamais investi l'aventure? Comment est-ce que vous expliquez la chose? C'est parce que le Québec n'est pas un pays d'aventure. Le Québec n'est pas un lieu d'aventure. Le Québec en lui-même est une forme d'idylle. C'est parce que les romanciers n'ont pas trouvé autour d'eux, ou n'ont pas été confrontés eux-mêmes, sinon à l'aventure, du moins à sa conception ou à sa possibilité. Alors, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi le Québec n'est pas un lieu d'aventure? Il y a plusieurs explications, mais c'est pas un aspect que j'ai traité dans mon livre. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, je peux percevoir quelques pistes, mais d'après moi, c'est un ensemble de facteurs. J'aurais beaucoup de difficultés à dire, voilà, il y a un facteur en particulier qui explique les choses. Je crois qu'il y a des facteurs géographiques qui, pendant très longtemps, ont expliqué cet état de fait. Une société nordique,
peu loin des courants de communication. On peut renvoyer là-dessus au livre de Pierre Vadeboncoeur, La dernière heure et la première, dans laquelle il décrit très bien cet état des lieux qu'a longtemps été pour lui le Québec. Bon, pour lui, les choses se transforment avec la Révolution tranquille, mais jusqu'avant la Révolution tranquille, il décrit très bien les choses. Au fond, une société plus ou moins recluse, peu convoitée par des ennemis extérieurs qui éprouveraient le besoin de s'emparer de son territoire et d'entreprendre des batailles, autosuffisante, pas très riche sans doute, mais pas non plus prise au dépourvu par d'énormes difficultés à surmonter pour se nourrir et vivre convenablement. Donc une société suffisamment prospère, suffisamment calme pour survivre. Donc des raisons géographiques, des raisons climatiques. On sait que le climat a isolé le Québec pendant très longtemps. Au fond, j'essaie de vous résumer en une phrase, peut-être. Parce que le Québec a été en marge de l'histoire pendant longtemps, sa littérature a aussi été en marge de la littérature mondiale. Je n'aime pas trop les résumés lapidaires parce que les choses sont toujours plus complexes et plus variées que ce qu'on peut en faire, mais c'est une manière de voir. Je crois qu'effectivement, si le roman québécois est sans aventure, c'est parce qu'il y a un lien, effectivement, avec l'espace même où s'écrit ce roman.